Merci à Maya, merci pour cette introduction, merci pour l'invitation ici à Pampelune. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Et merci surtout pour le contenu de ton introduction, parce qu'on gagne déjà un peu de temps. Amaya a tout dit. Elle a expliqué que dans tous les systèmes éducatifs européens et des pays industrialisés, on tend à déréguler les systèmes éducatifs, à introduire des quasi-marchés d'enseignement avec de plus en plus de compétition entre les écoles. On tend à privatiser des morceaux, des pans entiers de l'éducation. On tend à remplacer les savoirs par des compétences. On tend à placer les élèves, les enseignants, les établissements scolaires sous une pression constante d'évaluation. On a l'omniprésence des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. On a des liens de plus en plus étroits entre les établissements d'enseignement et les systèmes d'enseignement, d'une part, et le monde de l'entreprise, d'autre part. Et on a bien sûr cette pression à ce que la et l'unique deuxième langue de tous les citoyens du monde soit l'anglais globalisé, le globish, comme on dit. Tout ça, Amaya, tu l'as dit, et donc la seule question qui reste, c'est pourquoi ? J'ai cru comprendre tout à l'heure à table, mais on avait déjà bu 2 verres de vin, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai cru comprendre que ici, souvent on croit que le pourquoi, c'est l'État espagnol. En France, où je fais beaucoup de conférences aussi, et où on aime bien l'État national, on me dit que le pourquoi, c'est Bruxelles, c'est l'Europe. Et à Bruxelles, là où je vis, et où on aime quand même bien Bruxelles et l'Europe, parce que l'Europe apporte beaucoup d'emplois à Bruxelles, on me dit non, le pourquoi et les responsables, c'est l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est le grand think tank du capitalisme mondial. Et bien sûr, tous ont un peu raison. C'est clair que l'État espagnol est responsable de ce qu'on fait dans l'enseignement ici. C'est clair que l'État européen est responsable de ce qui se passe un peu partout en Europe, et c'est clair que l'OCDE dicte ses conditions et dicte ses recommandations aux ministres de l'enseignement de tous les pays les plus riches de la planète. Mais au-delà de ces personnes et de ces institutions, la vraie responsabilité, la vraie cause pour moi, elle n'est pas dans des gouvernements ou dans des institutions, elle est dans un système économique qui porte un nom qui s'appelle le capitalisme. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la logique qui existe entre les évolutions actuelles de l'environnement économique et du système capitaliste et des attentes des investisseurs dans ce système capitaliste, la relation entre cette évolution et les évolutions du monde de l'enseignement et des systèmes éducatifs. Je m'arrête un instant. Est-ce que les traducteurs peuvent me faire signe si le rythme est bon? Est-ce que je peux parler éventuellement un peu plus vite? Oui? Faites-moi signe comme ça? Oui? Ça va. Ok, alors j'accélère un petit peu parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais faire un petit retour en arrière. Je voudrais remonter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans cette époque, ces 40 années, qui ont vu naître ce qu'on a appelé la massification de l'enseignement, la massification de la participation à l'enseignement secondaire et, plus tard, dans une moindre mesure, la massification de la participation à l'enseignement supérieur. Cette massification, elle a lieu dans un contexte qu'il est bon de se remettre en mémoire. D'abord, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec donc, dans beaucoup de pays, des reconstructions importantes, de grands volumes,
et aussi, dans beaucoup de pays, des rapports de force sociaux et politiques qui ont glissé pendant la guerre en faveur des organisations syndicales, des organisations ouvrières, parce que dans beaucoup de pays, ces organisations ont joué un rôle important dans les mouvements de résistance et donc dans la libération. Et puis à côté de ça, on a aussi des innovations technologiques, des progrès technologiques qui vont imposer des mutations dans le monde industriel. Pensez par exemple au développement de l'énergie nucléaire, à l'électrification des lignes de chemin de fer, au développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires. On a en d'autres mots des progrès technologiques et industriels qui nécessitent des investissements qui sont relativement lourds, des investissements de longue durée. On peut aussi inclure du développement, par exemple en France, comme les réseaux de TGV dans quelques dizaines d'années plus tard. Tout cela va induire une croissance économique dont, à l'époque, les économistes vont croire qu'elle sera durable, que le capitalisme serait entré dans une ère de croissance qui n'aurait plus de fin, où on allait, nous disait-on à l'époque, connaître ad vitam aeternam des taux de croissance de 3, 4, 5%. Il n'en était rien, évidemment, et cette forte croissance, ces années de forte croissance ont été plutôt un accident dans l'histoire du capitalisme que des années symptomatiques de la nature de ce système économique. Mais toujours est-il qu'à l'époque, cette croissance a conduit d'une part à une croissance des recettes de l'État et d'autre part à une demande très forte de main-d'œuvre qualifiée. Cette demande émanait aussi d'ailleurs de la nature même des innovations et du progrès technologique qui réclamaient un glissement de la main-d'œuvre à faible niveau de qualification vers une main-d'œuvre nécessitant un niveau de formation, un niveau de qualification plus élevé. Les secteurs en déclin comme les charbonnages, les carrières, étaient des secteurs qui utilisaient traditionnellement beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée, alors que les secteurs émergents, comme tout le secteur tertiaire, mais aussi des secteurs liés aux nouvelles technologies qui émergeaient à l'époque, nécessitaient un niveau de formation, un niveau de qualification plus élevé. Et donc tout cela, joint à la croissance économique, a été un formidable appel, une forte demande de main-d'œuvre qualifiée. Et comme les budgets de l'État étaient en croissance, il a semblé normal aux yeux de tous, que ce soit aux yeux des organisations syndicales, mais aussi aux yeux des organisations patronales, tout le monde a jugé normal que la massification nécessaire de la participation à l'enseignement secondaire et supérieur se fasse de façon centralisée, organisée centralement par l'État et financée aussi centralement par l'État. Voilà pour cette période qui commence au lendemain de la guerre mondiale et que je fais durer jusque... c'est toujours difficile de mettre des dates. J'ai mis ici 85, j'aurais pu mettre 80 ou j'aurais pu mettre 90. Vous seriez peut-être étonné que je n'ai pas mis le milieu des années 70, parce que c'est tout de même déjà dès le milieu des années 70 que le capitalisme commence à entrer dans une autre époque. Cette autre époque, s'il faut la caractériser, je l'appellerais l'ère des crises. Ça commence avec les chocs pétroliers de 73, 79. Je ne sais pas si ici, au Pays Basque, il vaut mieux pour les francophones dire 73 ou 73. Nous, les Belges, nous disons 73, mais je pense que vous êtes plutôt dans la culture française, donc je vais m'efforcer de dire 73 et 79. 73, 79, les crises pétrolières. À l'époque, les économistes nous disent « Oh, c'est une crise passagère, ça ne durera pas longtemps, on va de nouveau, une fois que ce mauvais moment sera passé, on va de nouveau connaître une forte et durable croissance économique. » Le problème, c'est que dès les années 80, de très nombreux pays, dont celui d'où je viens, la Belgique, se trouvent avec d'énormes difficultés budgétaires. Des soldes nets à financer qui, à l'époque, en Belgique, mais aussi en Angleterre, aussi en partie déjà en France, aussi en Allemagne en partie, et dans certains pays nordiques, atteignaient des niveaux qui n'étaient pas loin de ceux qu'ont connus l'Italie, l'Espagne et la Grèce plus récemment.
Et donc, on se disait à l'époque, bon, il n'y a pas de problème, on va résoudre ça à force de privatisation. L'État va vendre des secteurs d'activité au public, et puis après, on renouera de nouveau, le capitalisme ira mieux, et on va connaître de nouveau la croissance. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu des crises financières, pas encore mondiales, c'était des crises financières locales, en Europe, au Mexique, en Asie, en Russie. Pas de souci, nous disaient les économistes, on va arranger ça avec les nouvelles technologies et puis surtout avec la globalisation économique, tout va aller mieux et vous allez voir, on va de nouveau connaître une ère de prospérité et de croissance économique. Les nouvelles technologies ont fait long feu, puisqu'en 2000-2001, les investissements dans le secteur des nouvelles technologies se sont effondrés. C'est ce qu'on a appelé l'éclatement de la bulle Internet. Et alors on nous a dit, pas de souci, maintenant on a la solution, on va libéraliser les marchés financiers. On a libéralisé les marchés financiers. En 2007, on a eu la crise financière. Je vais arrêter de vous faire la lecture. Aujourd'hui, plus personne n'en doute. Nous sommes entrés dans une ère d'instabilité de très très longue durée. Nous sommes entrés dans une ère où le capitalisme passe d'une crise dans l'autre. Et cette ère nouvelle, elle a commencé à partir de la fin des années 80 et de façon très nette à partir de la fin des années 90 à induire dans le chef des décideurs économiques et politiques un discours tout à fait nouveau sur la place de l'école, sur la place de l'enseignement. Et c'est de celui-là que nous allons maintenant parler. Alors, pour comprendre ce discours nouveau sur l'école, je pense qu'il faut d'abord comprendre la nature de la crise, parce que c'est de là que vont découler les caractéristiques des nouvelles politiques d'enseignement. Pour moi, la crise, c'est... Je m'inscris dans une grille d'analyse marxiste, et pour moi, la crise, c'est d'abord une crise de surcapacité de production. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les capacités de production ne sont utilisées qu'à raison de 70%. Ça veut dire qu'on ne produit que 70% de ce que l'on pourrait produire, étant donné les machines, les usines, les outils, les matières premières, etc., dont on dispose. On ne produit que ce pourquoi il y a une demande solvable. On pourrait, avec les machines, les usines, etc., qu'on a, produire des éoliennes et des panneaux solaires pour en équiper des villages dans le fin fond de l'Afrique, mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a personne là-bas pour payer ces éoliennes et ces panneaux solaires. D'accord ? Et donc, on est loin en dessous de ce que l'on pourrait produire. Les capacités de production sont beaucoup trop grandes. Seulement pour les investisseurs qui ont investi qui ont de l'argent à investir dans l'industrie, ça pose un double problème, ou ça a deux conséquences. Première conséquence, c'est que qui dit surcapacité de production dit aussi excédent de capitaux. Parce que les capitalistes, ceux qui possèdent des capitaux, ont de plus en plus de mal à trouver des secteurs qui promettent d'être durablement rentables. Et la deuxième conséquence de cet excès de capacité productive, c'est que les producteurs, les entreprises qui produisent des biens, des services, sont engagés dans une compétition de plus en plus acerbe. On a une exacerbation de la compétition économique en raison de cette surcapacité de production. Chacun essaye de pouvoir utiliser les machines dans lesquelles il a investi, si pas à 100%, au moins à 80% ou à 90%, et donc il entre dans une compétition plus forte avec ses concurrents. Le problème, c'est que le seul moyen qu'ont les entreprises pour mener cette compétition, c'est d'augmenter leur productivité. Et pour augmenter leur productivité, elles ont entre autres recours aux nouvelles technologies, en particulier aux technologies de l'information et de la communication. Et si elles augmentent leur productivité, si toutes les entreprises augmentent leur productivité, le résultat, c'est qu'on augmente encore la surcapacité de production. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Et c'est ça, le cercle vicieux de la crise. Qu'est-ce que ça a à voir, me direz-vous, avec l'enseignement ? Ça a à voir trois choses avec l'enseignement. D'abord, ça signifie, dans un environnement où il y a énormément de capitaux excédentaires, ça signifie que les détenteurs de capitaux, les capitalistes,
vont chercher à investir leurs capitaux dans des nouveaux secteurs. Et parmi ces nouveaux secteurs, c'est des nouveaux secteurs ou des nouveaux pays. Ça peut être, on conquiert les pays de l'Est et la Russie après la chute du mur. Mais une fois que la Russie et les pays de l'Est sont conquis, il faut trouver autre chose. Et autre chose, ça peut être les transports en commun, ça peut être les soins de santé, ça peut être la poste, mais ça peut être aussi l'enseignement. Et l'enseignement devient donc un des secteurs qui est visé par les investisseurs privés. À la fin des années 90, ils espéraient même que la majorité de l'activité d'enseignement pourrait, à terme, être privatisée. Aujourd'hui, ils en sont revenus. Il y a eu des tentatives qui ont été faites et pas mal de tentatives ont échoué. Mais c'est un peu comme toutes les maladies de jeunesse. Les premières tentatives sont là pour faire la part des choses entre ce qui est potentiellement rentable pour un investisseur privé et ce qui l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, on voit des secteurs du monde de l'éducation qui sont engagés durablement dans un processus de privatisation. Je pense en particulier à l'enseignement supérieur, mais je pense aussi à la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation continuée des travailleurs qui, sur un marché du travail extrêmement instable, sont amenés très souvent à changer de poste, à changer d'emploi et qui doivent donc très souvent se recycler. D'accord ? Eh bien, ce marché-là aussi est en train d'être conquis par les entreprises privées. Et même au cœur de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, les investisseurs privés ont trouvé des niches intéressantes. Par exemple, en France, vous ne pouvez plus monter dans une rame de métro à Paris sans voir aux deux extrémités de la rame une publicité pour l'une ou l'autre entreprise de soutien scolaire à domicile, c'est-à-dire des entreprises spécialisées dans l'aide aux enfants qui sont en difficulté scolaire. Et comme la France a en Europe les taux d'échec scolaire les plus élevés de toute l'Europe, eh bien c'est un marché extrêmement florissant que celui du soutien scolaire où pendant les vacances de juillet et août, on va donner des cours pour aider aux enfants à rattraper leur niveau en anglais ou rattraper leur niveau en mathématiques, etc. Et donc c'est un marché florissant là-bas. Le pays où ça marche le mieux, c'est la Corée du Sud. En Corée du Sud, aujourd'hui, les dépenses privées des parents, les dépenses privées pour aider à la scolarité de leurs enfants ont dépassé les dépenses publiques d'enseignement. Ce qui a fait un jour, il y a un expert, je sors un peu de mon discours, mais il y a un expert américain qui s'appelle Eric Hanushek, on va encore le rencontrer plus loin, qui est mondialement connu parce qu'il n'arrête pas de faire des études qui ne valent rien du tout, mais qui sont très intéressantes pour les décideurs, montrant, soi-disant, que le nombre d'élèves par classe n'a pas d'importance sur la réussite des élèves, et que des classes de 40 ou des classes de 10 ou de 15 élèves, ça marche aussi bien les uns que les autres. C'est ce que prétend Eric Hanushek. Et l'une de ces études se base sur une comparaison entre la Corée et les États-Unis. Et il oublie simplement qu'en Corée, les parents dépensent, à côté des dépenses publiques, davantage encore que ce que ne dépensent les pouvoirs publics pour assurer l'enseignement de leurs enfants. Mais bon, voilà, ça c'était une petite parenthèse. En 2002, l'OCDE a organisé un forum à Washington dont les conclusions sont affichées ici. Je vous les lis lentement pour laisser le temps aux traducteurs de les traduire. Le Forum de Washington n'a plus laissé à ses participants le moindre doute que le commerce des services éducatifs n'est pas qu'une excroissance accidentelle visant à enrichir l'éducation par l'échange international, mais qu'il est devenu une partie significative du commerce des services. Cette privatisation marchande de l'école constitue ce que j'appelle le premier axe de la marchandisation de l'enseignement. Pourquoi est-ce que j'écris privatisation marchande et pas simplement privatisation ? Parce que je veux bien la distinguer d'une autre forme de privatisation de l'école qui est beaucoup plus ancienne et que vous connaissez très bien, c'est que dans tous les pays développés, il y a à côté de l'école publique des écoles privées
souvent confessionnels, catholiques ou autres, qui sont aussi de l'enseignement privé. Mais ce n'est pas de l'enseignement privé marchand. C'est-à-dire que la première raison d'être de ces écoles privées-là n'est pas d'être des occasions pour des investisseurs d'y placer leurs capitaux. D'accord ? Ce ne sont pas d'abord des raisons économiques qui poussent à l'existence de cet enseignement privé-là. Ici, ce dont on parle, c'est bel et bien de la privatisation marchande, c'est-à-dire des morceaux du système éducatif qui deviennent des secteurs où l'on investit des capitaux. D'accord ? La deuxième forme, le deuxième axe de la marchandisation de l'école, je n'en parlerai pas, enfin je serai très très bref là-dessus, il découle directement de l'excédent de capacité productive. Dans un contexte comme celui-là, les décideurs économiques font pression sur l'État pour qu'il mette à sa disposition des moyens de soutenir les marchés émergents. On en a eu un exemple particulièrement frappant entre la fin des années 90 et le début des années 2000 avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication. À l'époque, en 1998 exactement, la Commission européenne a lancé un plan d'action pour accélérer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles en Europe. Et ils ont publié à l'époque un document de 70 pages qui vantait les mérites pédagogiques et didactiques des ordinateurs à l'école. Et puis un jour, au moment en fait du lancement du programme en question, Madame Édith Cresson a pris la parole devant un parterre d'industriels réunis à Tours, en France, et elle leur a dit que la raison principale pour laquelle l'Europe voulait que les écoles se dotent d'ordinateurs et de connexions Internet, c'était pour accélérer l'émergence de ce marché en Europe. En d'autres mots, on a dit il faut que les écoles commencent à utiliser les ordinateurs, pas parce que c'est des formidables outils pédagogiques, mais parce que comme ça, les enfants apprendront à l'école à se servir d'ordinateurs et deviendront à leur tour des consommateurs de ce matériel informatique nouveau. Et au sommet de Lisbonne, en 2000, on a même, dans les documents préparatoires du sommet, on a publié un chiffre qui était tout à fait étonnant à l'époque. On nous disait que 49% des achats d'ordinateurs en 2000, donc il y a déjà longtemps, en 2000, 49% des achats d'ordinateurs par les ménages européens se faisaient après qu'un enfant ait appris à se servir d'un ordinateur à l'école. Et on utilisait ça comme argument pour dire, vous voyez comme c'est important que les écoles se servent des ordinateurs et de l'Internet. Assez bizarrement, depuis 2004-2005, ce type de discours a disparu des publications de la Commission européenne pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le marché de l'informatique et de l'Internet, il est installé et il n'a plus besoin de l'école pour se développer. Voilà. Donc ça c'est comment on utilise l'école à des fins économiques, marchandes, qui n'ont rien à voir avec les missions normales de l'enseignement. Et puis bien sûr, il y a l'axe principal. L'axe principal, c'est que dans un environnement économique marqué par une exacerbation de la compétition, par une fuite en avant dans la globalisation et la mondialisation, les milieux économiques font pression sur l'enseignement pour qu'il se recentre sur ce qui est à leurs yeux sa mission essentielle, à savoir produire du capital humain, c'est-à-dire produire la main-d'œuvre la plus adaptée qui soit, la plus adaptée possible à leurs attentes d'employeurs. Adapter l'enseignement aux besoins du marché du travail, produire du capital humain. Tel est l'axe principal, et celui sur lequel portera l'essentiel de mon exposé, l'axe principal de la marchandisation de l'enseignement. Cette idée, elle est lancée dès 1989 par la table ronde européenne des industriels, la European Round Table, qui est probablement c'est pas le plus grand lobby patronal, mais c'est sans doute celui qui a le plus l'oreille de la Commission européenne. C'est un très puissant lobby qui ne représente pas tout le patronat européen, mais qui représente les entreprises de pointe
de la pointe technologique, les entreprises du secteur automobile, du secteur pharmaceutique, du secteur de la pétrochimie, etc. Ce sont ces entreprises-là qui sont... Alors, eux, dès 89, disaient « Le développement technique et industriel des entreprises européennes exige une rénovation accélérée des systèmes d'enseignement et de leurs programmes. » Le message a été très bien entendu par la Commission européenne et par l'Union européenne en général, puisque au sommet de Lisbonne, on décrète l'objectif central de la réforme des systèmes éducatifs est d'aider l'Europe à devenir l'économie de la connaissance la plus dynamique, la plus compétitive, la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable. Si l'on vous demande à vous, enseignants, enfin je suppose que certains d'entre vous sont enseignants ou parents ou citoyens qui s'intéressent un peu à la chose éducative, si on vous demande pourquoi faut-il améliorer l'enseignement, vous allez répondre, il faut améliorer l'enseignement pour avoir des citoyens émancipés, pour avoir des jeunes qui soient intéressés par la culture, qui soient intéressés par... qui deviennent demain des citoyens capables de comprendre le monde, capables de participer à la transformation de ce monde. À l'Europe, c'est pas comme ça qu'on pense. Quand eux pensent éducation, ils pensent l'éducation, ça doit servir à rendre l'économie plus compétitive, plus dynamique, etc. Ces promesses-là, depuis 2000, vous avez vu la liste des crises qu'on a eues, et après la crise, pas de problème, on continue le même discours. Après la crise de 2011, ils nous disent il est largement admis que l'investissement dans les compétences jouera un rôle clé pour aider les pays à renouer avec la croissance après la crise économique. Et quand Jean-Claude Juncker donne ses directives au nouveau commissaire européen à l'éducation, Navracsics, je ne vais pas traduire tout ce qui est là-bas en anglais, mais en gros, il lui dit la même chose. Je veux que tu t'occupes de l'enseignement pour contribuer à la croissance économique, contribuer à la création d'emplois, pour promouvoir la culture comme catalyseur de l'innovation et en maximisant la contribution de la culture à la création d'emplois, etc., etc. L'OCDE aujourd'hui nous promet que si on pouvait amener tous les élèves au niveau de 400 points en lecture dans les scores PISA, cela impliquerait une croissance cumulée en 10 ans, on a oublié le en 10 ans dans le texte, croissance cumulée en 10 ans du revenu intérieur des pays membres de l'OCDE de 200 000 milliards de dollars. Croissance cumulée, 200 000 milliards. Et ils disent qu'ils obtiennent ça par extrapolation des croissances passées. Ce genre de calcul ne veut strictement rien dire. Ce sont vraiment des calculs. N'importe qui a étudié un petit peu de statistiques sait que ce n'est pas parce qu'on constate que les pays qui ont les meilleurs scores PISA ont aussi un PIB, un produit intérieur brut plus élevé. C'est très bien que ce n'est pas parce qu'on va améliorer les scores PISA qu'automatiquement, par voie de conséquence, on va améliorer le PIB. C'est faire comme si la cause de l'augmentation de PIB serait exclusivement dans l'augmentation des résultats PISA, alors que la relation causale peut exactement être le contraire. C'est peut-être parce qu'ils ont un PIB plus élevé qu'ils ont aussi de meilleurs points PISA, parce que comme ils ont un PIB plus élevé, leur enseignement est de meilleure qualité, et donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dire que ce genre d'automatisme-là, c'est de la poudre aux yeux, ça ne signifie rien du tout. Maintenant, on pourrait quand même se dire, tant pis si c'est un mensonge. On pourrait se dire, c'est quand même une bonne idée. Si les économistes nous disent, on va investir dans l'enseignement pour avoir un enseignement qui serve à la croissance économique, tant pis s'ils se trompent. Nous, ça nous arrange bien qu'ils investissent dans l'enseignement. On pourrait se dire, c'est peut-être une bonne nouvelle d'apprendre que l'OCDE et tous ceux qui sont derrière eux, c'est-à-dire tous les pays les plus riches de la planète, vont dépenser de l'argent pour avoir un meilleur enseignement et ainsi faire en sorte que la croissance économique soit là. Et nous, tant pis, même si la croissance économique n'est pas là, on sera quand même content d'avoir un bon enseignement. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Le problème, c'est que jusque-là, on n'a pas tenu compte de tous les aspects de la question. On a tenu compte de la crise, des technologies, mais on n'a pas tenu compte de la place de l'État
et de l'évolution des conditions sociales qui résultent de la crise. On va aller vite là-dessus parce que ce sont des choses que vous connaissez très bien et qui nous éloignent un peu de l'enseignement, mais enfin, elles ont leur importance quand même. On va rapidement rappeler que la compétition économique, elle signifie aussi une croissance du chômage et un appauvrissement de la population. Parce que les entreprises essayent de faire pression sur les salaires et parce que les entreprises en compétition, ça signifie des entreprises qui ferment ou qui délocalisent. Or, cette augmentation du chômage et de l'appauvrissement diminue la capacité des populations à consommer et donc augmente encore la surcapacité productive. Autre conséquence, au niveau de l'État, celle-là, l'exacerbation de la compétition économique pousse les États à essayer d'attirer des investisseurs, d'attirer des entreprises. Or, que font-elles pour attirer des investisseurs et des entreprises ? Elles diminuent les impôts sur la fortune, elles diminuent les impôts sur les hauts revenus, elles diminuent les impôts sur les bénéfices des entreprises, elles diminuent les charges sociales des entreprises. Regardez, même Hollande, en France, est en train aujourd'hui de saquer dans la sécurité sociale. Les pays sont donc engagés dans une compétition pour réduire la pression fiscale sur ceux qui, justement, pourraient payer, ont la capacité contributive la plus élevée. Résultat, il y a moins de recettes. Et cette diminution de recettes résulte aussi, est encore augmentée par l'appauvrissement qui diminue aussi la capacité contributive fiscale des couches les plus pauvres de la population. Et cette diminution des recettes conduit à des politiques d'austérité qui, soit dit au passage, augmente l'appauvrissement et le chômage, puisque austérité signifie des fonctionnaires qu'on met à la porte et signifie des allocataires sociaux qui ont moins de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire austérité ? Austérité, ça veut dire dépenser moins d'argent. Et dépenser moins d'argent, ça se fait entre autres en prenant l'argent dans le secteur de l'enseignement. Entre 1945 et 1980, entre 1945 et 1980, les dépenses d'enseignement en Europe avaient augmenté de 3% du produit intérieur brut à presque 6% du produit intérieur brut. Et dans certains pays, en Belgique par exemple, on était monté à 7% du PIB en 1980. Donc on avait connu une très forte augmentation des dépenses publiques d'enseignement. Depuis lors, depuis 1980, on est resté à peu près au même niveau. Dans certains pays, on a diminué, dans d'autres pays, on a encore légèrement augmenté, mais le niveau de dépenses moyen est resté le même. Vous allez me dire, ce n'est pas un définancement. Si, c'est un définancement, parce que pendant ces années-là, de 80 à aujourd'hui, les effectifs, le nombre d'élèves, d'étudiants, dans l'enseignement supérieur a continué d'augmenter, et a continué d'augmenter de façon considérable. En d'autres mots, les effectifs ont gonflé et les dépenses publiques sont restées globalement à peu près au même niveau. En d'autres mots, on a réellement une politique de diminution des moyens par élève qui sont octroyés à l'enseignement. On a donc un définancement de l'enseignement. Ce définancement encourage la privatisation de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que s'il y a moins d'argent pour l'enseignement public, ça augmente l'attrait de l'enseignement privé payant, de l'enseignement privé marchand auprès des couches de la population qui ont des moyens financiers suffisants pour se payer cet enseignement privé. Mais on pourrait aussi se dire qu'il y a une contradiction. Une contradiction entre deux attentes des milieux économiques. D'une part, ils disent il faut un enseignement plus performant pour soutenir notre compétitivité, c'est-à-dire il nous faut des travailleurs qui soient mieux formés, mieux adaptés aux besoins de l'économie. Mais d'un autre côté, ils disent « Ah, mais il faut que cet enseignement coûte moins cher, il faut qu'il dépense moins d'argent. » Alors comment faire pour avoir un enseignement qui soit mieux, entre guillemets, mieux comme eux considèrent un meilleur enseignement, un enseignement qui soit mieux et qui en même temps coûte moins cher, qui coûte moins cher à l'État. Réponse,
Anouchek, on en a déjà parlé, il revient là. Anouchek, c'est un économiste que vous allez souvent entendre ou lire dans les documents de l'OCDE. C'est vraiment le spécialiste ultra-libéral de l'éducation dans le monde entier. Il répond, il faut des réformes institutionnelles plutôt qu'une expansion des ressources à l'intérieur du cadre institutionnel existant. En d'autres mots, il nous dit, de 45 à 80, 85, l'enseignement a surtout connu une croissance quantitative. On a dépensé de plus en plus d'argent, on a eu de plus en plus d'écoles, de plus en plus d'élèves, etc. Et cette croissance quantitative était sans doute nécessaire à l'époque. Mais aujourd'hui, dit-il, il faut arrêter ça. Il faut des réformes institutionnelles, c'est-à-dire il faut changer, il ne faut pas apporter plus de moyens à l'école, mais il faut changer l'organisation, les contenus, les pratiques pédagogiques, etc. C'est des changements qualitatifs qu'il faut aujourd'hui pour adapter l'enseignement, pour adapter mieux l'enseignement à nos attentes, nos attentes d'économistes. La même chose dans un autre document de l'OCDE. Nous devons fixer des priorités dans l'investissement de ressources rares. Développer la formation d'une population, cela coûte cher. C'est pourquoi les politiques d'éducation doivent être conçues de façon à maximiser leurs bénéfices sociaux et économiques. Je suppose que vous aurez compris que le bénéfice social, il est là comme faire valoir du bénéfice essentiel auquel il pense, qui est le bénéfice économique. OK. Revenons à notre schéma. La contradiction qu'on avait là-bas en noir, elle se résout. Elle se résout comment ? Elle va se résoudre comment ? Elle va se résoudre en prenant en compte une dimension dont on n'a pas encore parlé et qui va être essentielle. Ce sont les évolutions, dans cette zone centrale là-bas, les évolutions du travail. Évolution de la nature, de l'organisation, des formes actuelles du travail. Et c'est cette prise en compte-là, dans le recentrage sur le capital humain, qui va permettre de résoudre cette contradiction entre le définancement et le recentrage sur le capital humain. Il faut donc que nous parlions maintenant du marché du travail. Généralement, quand on parle du marché du travail et qu'on demande aux gens quelles sont les caractéristiques de l'évolution actuelle du marché du travail, il y a deux choses qui arrivent très vite. La première, on en a déjà parlé, c'est le chômage, les taux de chômage élevés. Mais il y a une deuxième caractéristique dont les gens sont en général convaincus, et peut-être que vous en êtes convaincus aussi, c'est l'augmentation de la demande de main-d'œuvre hautement qualifiée. Quand on regarde... Tiens, c'est quoi ça ? Voilà. Quand on regarde des graphiques comme celui-là, on aurait tendance de croire qu'on va avoir besoin de plus en plus de travailleurs hautement qualifiés. C'est un graphique qui est publié par le CDFOP, le Centre européen de développement de la formation professionnelle, et qui nous donne l'évolution de 3 catégories de travailleurs. Les travailleurs à haut niveau de qualification, en haut, les travailleurs à niveau de qualification moyen, au milieu, et les low qualification, travailleurs à faible niveau de qualification, en dessous. De 2000 à 2010, ce sont des statistiques réelles, et de 2010 à 2020, ce sont des études prospectives, ce sont les pronostics faits par le CDFOP, qui est donc un centre de recherche de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la part des travailleurs hautement qualifiés ne cesse d'augmenter. On passe de 22% à 37% en 2020, alors que la part des travailleurs très faiblement qualifiés diminue, elle passe de 30% à 16%, ou elle devrait passer à 16% en 2020. Donc ça, c'est l'image que l'on associe généralement à ce concept de société de la connaissance. On dit, nous sommes dans une société de la connaissance, une économie de la connaissance, et demain, il n'y aura plus de place sur le marché du travail pour les gens à faible niveau de qualification. Le problème, c'est que dans le même rapport du CDFOP, 2 pages plus loin, on trouve ce graphique-ci. Ce graphique-ci nous donne l'évolution des emplois par type, donc l'évolution des emplois par type d'occupation, par type de job. Et les types d'occupation sont classés selon le niveau de formation requis.
Vous avez les high skilled jobs, c'est-à-dire les emplois qui nécessitent un très haut niveau de formation. Les skilled non-manual, les emplois moyennement qualifiés manuels. Les skilled non-manuels, pardon. Les skilled manuels, emplois moyennement qualifiés manuels. Et elementary, ce sont les emplois élémentaires, c'est-à-dire les emplois qui ne nécessitent aucune formation, aucune qualification. Et maintenant, regardez les courbes. Les deux courbes qui grimpent, les deux qui montent, ce sont les high skilled et les elementary. On dirait qu'il y a une contradiction entre ce graphique-ci et le précédent. Dans le précédent, les travailleurs non qualifiés sont en chute, et dans celui-ci, on nous dit les emplois qui ne nécessitent aucune qualification connaissent une croissance énorme. On a l'impression qu'il y a une contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction. La différence, c'est que ce graphique-ci portait sur la structure, sur les niveaux de qualification des travailleurs, alors que ce graphique-ci porte sur les niveaux de qualification requis, demandés par les emplois. Ici, ce qu'on a comme évolution, c'est une polarisation du marché du travail. Une très forte croissance des emplois à haut niveau de qualification et une très forte croissance des emplois à très très faible niveau de qualification et un creusement entre les deux. Et donc la conclusion forcée, quand vous mettez les deux graphiques l'un à côté de l'autre, la conclusion forcée, c'est que les emplois à faible niveau de qualification sont de plus en plus souvent occupés par des travailleurs surqualifiés, qui ont une qualification trop grande pour... Moi qui prends très souvent les trains en France, les TGV, et qui suis donc forcé, à mon grand regret, de me nourrir avec l'infâme nourriture qu'on vend dans les bars des TGV, il m'arrive parfois de faire la causette avec ce monsieur qui vend des pseudo-sandwichs dans un bar de TGV, et je lui demande qu'est-ce qu'il a fait comme étude. Je n'en ai jamais trouvé un qui est moins qu'un bac plus 3. C'est-à-dire, je n'en ai jamais vu un qui n'ait pas au moins 3 années d'enseignement supérieur au-delà du baccalauréat. Alors qu'il s'agit d'un emploi qui est catalogué comme emploi non qualifié. C'est un emploi sans aucun niveau de qualification. On y reviendra dans un instant. Voici des chiffres qui concernent la France. C'est l'évolution de l'emploi non qualifié en France. Vous remarquez que jusqu'en 1994, ça diminue. Et en fait, cette diminution, elle ne commence pas en 84. Cette diminution, elle commence au début du XXe siècle. Depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1994, l'emploi non qualifié régresse en France. Je dis bien début du XXe siècle et pas début du XIXe siècle, parce qu'au cours du XIXe siècle, ça a été le contraire. Au XIXe siècle, on a eu une augmentation de l'emploi non qualifié. C'est le résultat du machinisme qui remplace des ouvriers qualifiés par des ouvriers non qualifiés. Mais au XXe siècle, on a une diminution de l'emploi non qualifié. Parce qu'on continue de produire des voitures et des avions, mais il faut aussi réparer des voitures, il faut aussi des ateliers pour entretenir les avions. Et donc, on voit l'emploi non qualifié qui régresse. Et à partir de 1994, c'est extraordinaire, c'est depuis 1994 que l'OCDE et la Banque mondiale nous disent « nous sommes entrés dans la société de la connaissance et la société de l'information ». Eh bien, depuis que nous sommes entrés dans la soi-disant société de la connaissance, on voit l'emploi non qualifié qui grimpe, et qui grimpe pas un peu, il grimpe en flèche, il grimpe très très fort. Ça, c'est des chiffres américains qui montrent la même chose, je vais les passer parce que ça va être trop long sinon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la première caractéristique de l'évolution du marché du travail, c'est une polarisation des niveaux de formation, des niveaux de qualification. Polarisation qui résulte de 2 facteurs. D'une part, le développement des technologies de l'information et de la communication. Disons très brièvement, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais très brièvement, quels sont les emplois qui sont faciles à remplacer par des ordinateurs ou par des machines programmées par des ordinateurs ? Ce ne sont pas les emplois à très haut niveau de formation, mais ce ne sont pas non plus les emplois à très faible niveau de formation. L'emploi de la personne qui va venir nettoyer cette salle, par exemple, quand la conférence sera terminée, est très difficile aujourd'hui encore à remplacer par un robot ou par une machine. Par contre, des emplois qualifiés de niveau intermédiaire,
qui font appel à une formation pointue, mais qui peut facilement être codifiée dans un algorithme, ces emplois-là, ce sont ceux qui aujourd'hui disparaissent au profit de machines, d'ordinateurs, de technologies de l'information et de la communication. Et c'est ça qui explique, selon les économistes, et je pense qu'ils ont, enfin, pas les économistes, mais les experts en sciences du travail, qui explique le creusement, la polarisation du marché du travail, avec une disparition des emplois à niveau de qualification intermédiaire, et une croissance des emplois non qualifiés ou très peu qualifiés, et une croissance aussi des emplois très très fortement qualifiés. Polarisation du marché du travail. Quelle est la conséquence sur l'enseignement? Mais si le marché du travail devient plus inégal, ça n'a aucun sens de poursuivre un discours datant des années 50-60 que l'école, elle, devrait être de plus en plus démocratique. Si le marché du travail se polarise, il faut, en bonne logique de rationalité économique, que l'école se polarise aussi. Vous allez me dire, oui, mais enfin, il n'y a personne qui pense comme ça, ou il n'oserait pas écrire les choses comme ça. Eh bien, détrompez-vous. Voici, oui, j'ai ajouté une petite flèche là, le définancement de l'enseignement contribue lui aussi, bien sûr, à augmenter les inégalités. Je voudrais encore, avant d'apporter les preuves qu'il y a des gens très cyniques, dire quelque chose. Depuis 10 ans, depuis 12 ans, depuis qu'existent les enquêtes PISA, on observe, c'est un des résultats les plus intéressants des enquêtes PISA et qui est très rarement discuté ou commenté, on observe que les inégalités sociales dans les écoles, c'est-à-dire les inégalités de résultats entre enfants de familles riches et enfants de familles pauvres, le fossé entre les performances en maths des enfants de familles riches et les performances en mathématiques des enfants de familles pauvres, ce fossé a tendance, dans pratiquement tous les pays, à augmenter depuis les premières enquêtes PISA jusqu'à aujourd'hui. Et les chercheurs en éducation se perdent en conjectures sur l'explication et l'origine de cette augmentation. Et sans doute qu'il y a des tas d'explications à avancer. Mais je pense qu'il y en a une qui est fondamentale et qui est celle-ci. L'accroissement des inégalités sociales à l'école n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de l'école, c'est au contraire le signe d'une parfaite adéquation, d'une parfaite adaptation de l'école à son environnement économique. C'est un peu cynique, mais c'est comme ça. L'école est très bien en phase avec l'évolution de la société. La société se polarise, eh bien l'école se polarise aussi. Alors bien sûr, ça ne se passe pas comme ça passe par toutes sortes de mécanismes, mais le résultat est assez impressionnant. En 2004, M. Tello a remis au président de la République française un rapport sur le changement de l'école. En fait, entre 1995 et aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays européen où on n'ait pas pondu au moins tous les 4 ans un grand rapport sur les nécessaires transformations de l'école. On est en permanence en train de transformer l'école. Mais bon, ça c'est le rapport Tello en France. Dans le rapport Tello, on peut lire ceci. On peut lire d'abord que la part des emplois peu qualifiés demeurera considérable, je ne le lis pas entièrement, je prends l'essentiel, la part des emplois peu qualifiés demeurera considérable dans l'avenir et que certains domaines devraient même donner lieu à une création d'emplois importante. Donc M. Tello montre qu'il connaît les statistiques qu'on vient de voir juste avant. Il y aura encore beaucoup d'emplois non qualifiés et même de plus en plus dans certains secteurs. Et il conclut alors ceci, et là on va le lire entièrement. La notion de réussite scolaire, la notion de réussite scolaire pour tous ne doit donc pas prêter à malentendu. Elle ne veut pas dire que l'école devrait se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait à la fois une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées même vaguement à la structure des emplois. En d'autres mots, M. Tello nous dit bien clairement, puisque sur le marché du travail, on va avoir besoin encore toujours d'ingénieurs et d'éboueurs, de docteurs et de remplisseurs, de distributeurs de canettes de Coca-Cola,
eh bien, il faut que l'école oublie son idée de faire amener tout le monde au niveau le plus haut. Il faut que certains soient préparés à occuper les postes les plus élevés et d'autres. Vous allez me dire, mais oui, mais ça a toujours été comme ça. Bien sûr, ça a toujours été comme ça. Mais dans les années 60-70, le discours n'était pas celui-là. Dans les années 60-70, le discours était « Demain, nous aurons une société où tout le monde sera intellectuel et où il n'y aura plus de place que pour les intellectuels et donc nous devons préparer cette société de l'avenir en faisant en sorte que tout le monde obtienne des hauts niveaux de formation et de qualification. » C'était le discours sur la démocratisation de l'enseignement. Aujourd'hui, ce discours est bel et bien abandonné. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le retour de cette pratique, parce qu'elle n'a jamais cessé. Mais ce qui est nouveau, c'est que le discours de la démocratisation de l'école soit aujourd'hui politiquement enterré. Ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire que l'école doit sélectionner, doit trier et doit hiérarchiser. À l'OCDE, on dit les choses encore plus clairement pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Je ne sais pas si vous savez où sont les bureaux de l'OCDE. Ils sont à Paris. Et je ne sais pas si vous connaissez Paris. À Paris, sur la rive gauche de la Seine, il y a une colline qui s'appelle la montagne Sainte-Geneviève. Au sommet de cette montagne, il y a le Panthéon. Et à côté du Panthéon se trouve un lycée prestigieux qui s'appelle le lycée Henri IV. Et tous les Parisiens qui ont un compte en banque dépassant quelques millions d'euros essayent d'avoir leurs enfants au lycée Henri IV. Et juste derrière, quand vous venez de la Seine, vous passez le Panthéon et vous redescendez de l'autre côté, vous arrivez dans le quartier des universités, et dans ce quartier, il y a entre autres les bureaux de l'OCDE. Et donc j'imagine, mais j'invente là, c'est une histoire que je vous raconte qui n'est pas vraie, mais on pourrait imaginer que le monsieur de l'OCDE qui a écrit ce rapport, avant d'être entré dans son bureau pour écrire son rapport, il a d'abord été déposer ses enfants en haut de la montagne Sainte-Geneviève, devant le lycée Henri IV. Pourquoi il les a déposés là? Mais parce qu'il espère que ses enfants aillent le plus loin possible. Oui. Et puis il descend de la montagne, il entre dans son bureau, il allume son ordinateur et il écrit « Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. » En d'autres mots, les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que quelques-uns au moins n'aillent pas trop loin. Les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que quelques-uns n'aillent pas trop loin, parce que sinon ça servirait à quoi que mes enfants à moi aillent au lycée Henri IV? Si tout le monde allait aussi loin que mes enfants, comment est-ce qu'ils feront, eux, pour avoir les meilleurs postes sur un marché du travail qui est en train de se polariser et où donc les emplois à haut niveau de qualification vont être de plus en plus difficiles à décrocher pour tous. Ceci est le discours cynique de la bourgeoisie. Le discours cynique de la bourgeoisie est de dire oui, bien sûr, il faut que nos écoles préparent des jeunes à occuper des hauts postes, mais il ne faut pas préparer tout le monde à occuper des hauts postes parce que sinon, on va avoir une terrible compétition pour ces hauts postes. Tout à l'heure, je vous ai montré l'évolution de l'emploi non qualifié en France. C'était la courbe centrale, là, en je ne sais pas quelle couleur c'est, moi je suis daltonien. Amaya, ce matin, m'a dit, je viens de chercher dans une voiture verte. J'ai cherché en vain, et puis finalement, elle est arrivée dans une voiture que moi je vois orange. Mais bon, donc la courbe verte, c'est vert ou orange, la courbe centrale. La courbe centrale, là, a été ici cassée en deux. On a divisé l'emploi non qualifié en ouvriers non qualifiés et employés non qualifiés. Et qu'est-ce que vous observez? Il y a encore toujours une diminution de l'emploi des ouvriers non qualifiés, quoique ça remonte même un petit peu aussi là-bas sur la fin. Mais par contre, l'explosion, elle est où? L'explosion, elle est dans les emplois d'employés non qualifiés. Et c'est ça qui est nouveau. C'est que jusqu'aujourd'hui, quand on parlait, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, quand on parlait d'emplois non qualifiés, on pensait surtout à des emplois dans l'agriculture, des emplois de manœuvre. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Voici la liste des 20, je ne sais plus combien il y en a, 28 ou 26, quelque chose comme ça,
jobs qui ont connu la plus forte croissance aux États-Unis dans la première décennie du XXIe siècle. Les chiffres qui sont derrière sont à multiplier par 1000. Ce sont le nombre de créations d'emplois dans chacun de ces emplois. Alors, de nouveau, ma daltonie a un peu frappé. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 que je croyais être tous dans la même couleur, mais je constate qu'ils ne le sont pas. Ce sont 5 emplois à très très haut niveau de formation. Informaticien, développeur, manager cadre, enseignant du supérieur, ingénieur système et analyste informaticien. Ça, ce sont des emplois à très haut niveau de formation. Et puis vous en avez 3 qui sont des emplois à niveau de qualification moyen, intermédiaire. Ça commence là, infirmier, service informatique et instituteur. Et tous les autres, non, il y en a encore 2 avec un astérisque, accueil client et camionneur, j'y reviendrai, mais tous les autres sont des emplois qui, dans ce document, sont catalogués de, je vous le dis en anglais, Short Term On-the-Job Training, formation de courte durée sur le tas. Et le document d'où viennent ces chiffres, c'est le Monthly Labor Review, une revue publiée par le département fédéral américain de l'emploi. Ce document précise que par Short Term On-the-Job Training, formation de courte durée sur le tas, il faut entendre des emplois qui nécessitent une formation de, tenez-vous bien, 48 heures. 48 heures de formation pour être employable dans l'un de ces emplois en, c'est quoi, bleu clair? Bleu clair. Numéro 1, restauration et fast-food. 673 000 nouveaux emplois en 10 ans. Vendeur au détail, caissier, employé général de bureau, clerc de bureau, c'est l'employé de bureau basique qui n'a aucune formation. Mais pensons un instant à ce que fait cet employé de bureau. Cet employé de bureau, il est assis à son bureau, il a un téléphone, il a un ordinateur, il est non qualifié, mais il doit pouvoir prendre le téléphone et dire « Wait a moment, please, I will transmit you with Mr. » D'accord ? Il est non qualifié, mais il doit pouvoir, sur son ordinateur, recevoir des mails et jeter les 90% de spam à la poubelle et rediriger les 10% de mails intéressants vers les personnes qui doivent les lire. En d'autres mots, il est non qualifié, mais on lui demande quand même de faire des tas de choses. Vous comprenez ? Les emplois non qualifiés d'aujourd'hui ne sont pas des emplois qui font appel à aucune connaissance, aucune compétence, aucun savoir. Gardez ça bien en tête, on va y revenir. On continue la liste. Agent de sécurité, je suppose qu'aux États-Unis, en 48 heures, on a appris à se servir d'un revolver, à moins que ce soit déjà une compétence de base acquise par tout le monde avant l'âge de 18 ans. Serveur, serveuse, aide-soignant, nettoyage et entretien, assistant d'enseignement. Je ne sais pas ce que c'est des assistants d'enseignement formés en 48 heures. Ce sont peut-être ceux qui, à l'entrée de l'école, vérifient que les élèves ne viennent pas s'entraîner à l'utilisation de la compétence arme à feu à l'école. Manœuvre. Manœuvre, ça c'est intéressant. Les manœuvres, jusqu'à il y a 20 ans, vous auriez eu comme premier emploi non qualifié les manœuvres. Travailleurs non qualifiés de l'industrie. Aujourd'hui, ils sont relégués là-bas en 20e position. Travailleurs d'entreprise de jardinage. Les intraduisibles food counters. Food counters, littéralement ceux qui comptent la nourriture. Vous savez qui c'est, les food counters ? Ce sont les gens qui vendent des sandwichs, des pizzas, des trucs comme ça à des comptoirs, et ceux qui remplissent les distributeurs automatiques de sandwichs, canettes de coca, boissons, etc. D'accord ? Réceptionniste, conducteur de camionnette. Le conducteur de camionnette doit avoir son permis de conduire. Mais le permis de conduire n'est plus considéré comme une qualification. Contrairement au permis de conduire poids lourd pour le camionneur, qui lui a une petite étoile, parce que là, ce n'est pas du short term, c'est du middle term on the job training.
2 mois de formation avant d'être utilisable sur le marché du travail. Pour comprendre l'impact que cette polarisation va avoir sur les contenus d'enseignement, il faut maintenant faire intervenir encore une autre caractéristique de l'évolution du marché du travail. Le rythme de développement des technologies, mais aussi l'environnement économique extrêmement instable qui est induit par l'instabilité des crises à répétition, rend le marché du travail terriblement imprévisible. Il est impossible de prévoir aujourd'hui quels seront les emplois porteurs dans 10 ans, dans 20 ans. Et il est donc également impossible de savoir aujourd'hui quelles seront les qualifications, quelles seront les formations dont on aura besoin sur le marché du travail dans 10 ans ou dans 15 ans. L'horizon de prévisibilité se rétrécit terriblement. Une autre évolution, c'est la précarité de l'emploi. Je ne pense pas qu'il faille faire un long discours là-dessus. Elle résulte de l'appauvrissement, mais elle résulte aussi de la compétition entre les entreprises. Précarité de l'emploi qui fait que les travailleurs sont amenés, beaucoup plus que par le passé, à changer souvent de poste, à changer d'emploi, à changer de poste au sein même d'une même entreprise. Et ces 2 facteurs, aussi bien la précarité de l'emploi que l'imprévisibilité du marché du travail, conduisent les économistes à dire que l'exigence clé dans l'embauche de travailleurs aujourd'hui, c'est l'exigence de flexibilité. Quand vous lisez des documents à caractère économique, sociaux, ou des documents sur l'éducation ou sur le lien entre économie et éducation, le mot qui revient à chaque page, c'est le mot flexibilité ou le mot adaptabilité. Et on retrouve ça dans une série de textes. Déjà, Edith Cresson, ça fait déjà quelques années, ça, quand Edith Cresson était commissaire européen à l'éducation, c'était les années 90, elle écrivait que dans nos sociétés et nos économies en évolution rapide, le savoir est devenu un produit périssable. Le savoir est un produit périssable. Ce que nous apprenons aujourd'hui sera dépassé, voire superflu demain. Et c'est clair que si on pense le savoir, si on pense l'apprendre uniquement en fonction des besoins du marché du travail, des besoins de l'économie, elle a raison, d'accord ? Mais évidemment, ça n'a raison que si on inscrit sa vision de l'école et sa vision de l'apprentissage dans ce cadre étroit des besoins de l'économie. Ça, c'est un extrait d'un rapport d'un think tank sur l'éducation en Belgique, en Flandre plus exactement, parce que nous, en Belgique, on est quand même le seul pays qui a réussi la prouesse de séparer son enseignement en 2, sans même plus avoir, je sais bien que vous n'êtes pas des grands fans des États centraux, mais nous, on n'a même plus un ministère national de l'éducation, on a 2 ministères complètement séparés. Bon, on écrit donc, dans le monde du travail et sur le marché du travail, on ne cherche pas des travailleurs qui savent et qui peuvent beaucoup, mais des travailleurs qui sont et qui restent compétents, c'est-à-dire capables et adaptables. Il y a un mot-clé là, c'est le mot compétent. Et en fait, la quête de flexibilité va se traduire par cette formidable mutation des contenus d'enseignement qui est en cours dans tous les pays industrialisés aujourd'hui, dans tous les pays membres de l'OCDE. Le glissement de programmes qui jadis étaient formulés en termes de savoir, de connaissances, vers des programmes qui sont formulés en termes de compétences. On nous dit aujourd'hui l'essentiel, ce n'est plus d'acquérir du savoir, l'essentiel, c'est d'acquérir de la compétence. Il faut d'abord s'entendre sur le mot compétence, parce que dans son acception traditionnelle d'il y a 20 ans, le mot compétence ne signifiait pas la même chose que le mot compétence dans le sens où l'on l'utilise aujourd'hui en pédagogie et dans les sciences de l'éducation et en particulier dans les documents économiques. Dans son acception traditionnelle, la compétence, c'était la capacité d'utiliser efficacement un certain nombre de savoirs dans un champ de tâches professionnelles données. Par exemple, moi, j'ai aucun problème avec le fait que le dentiste que je dois aller voir la semaine prochaine soit quelqu'un de compétent.
Et j'espère qu'il a eu une formation qui le rend compétent. Et j'espère que le pilote de l'avion qui doit me conduire au Canada dans 3 semaines est également compétent. C'est-à-dire qu'il est compétent au sens où on l'entend dans la formation professionnelle traditionnelle. Mais aujourd'hui, le mot compétent ne signifie plus ça. Aujourd'hui, quand on dit que l'enseignement doit s'orienter sur les compétences ou qu'on doit utiliser une pédagogie de l'approche par compétences, ça signifie qu'il faut se concentrer non plus sur les connaissances, mais sur la capacité de mobiliser des connaissances. Ce qui est important, ce n'est plus ce que l'on sait, ce qui est important, c'est ce qu'on arrive à faire avec même des savoirs que l'on ne maîtrise pas tout à fait. Moi, je suis professeur de physique. Comme professeur de physique, j'enseigne des formules. Vous avez sans doute, dans votre passage dans l'enseignement, un jour dû apprendre des formules de physique, par exemple la formule de l'énergie cinétique. mv² divisé par 2. Ça vous rappelle quelque chose? De très bons souvenirs, je suis sûr. Et c'est quoi la différence entre l'enseignement, je ne vais pas dire traditionnel, mais l'enseignement tel que moi je le conçois en tout cas, et l'enseignement par compétence? L'enseignement tel que moi je le conçois, c'est que mon rôle n'est pas de leur inculquer une formule, mais mon rôle est de leur montrer la signification de cette formule, de leur faire découvrir d'où elle vient, comment on est arrivé à construire cette formule, quel sens elle a par rapport aux concepts qui sont mis en œuvre, la masse, la vitesse, etc. Dans l'approche par compétence, on nous dit aussi l'important, ce n'est pas d'inculquer une formule par cœur. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais on nous dit aussi l'important, ce n'est pas qu'ils aient appris à construire cette formule. L'important, c'est qu'ils sachent l'utiliser efficacement dans un problème. Et je ne sais pas si vous voyez ce glissement. On passe d'une vision d'un enseignement qui cherche à rendre intelligent, qui cherche à émanciper, on passe vers une vision d'un enseignement qui cherche à rendre efficace. Un enseignement axé sur l'efficacité, sur la productivité du savoir. Bien. Pour quelles raisons ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène, demande l'OCDE? Réponse, c'est parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences sera à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Vous voyez bien là-bas le lien entre l'orientation sur les compétences et la demande de flexibilité, d'adaptabilité qui résulte des évolutions sur le marché du travail. Même chose dans notre groupe de réflexion belge, la popularité croissante des compétences dans les systèmes éducatifs s'explique par la volonté de rapprocher l'éducation du marché du travail en préparant mieux les étudiants à travailler de manière flexible, adaptable dans leur vie professionnelle. La polarisation du marché du travail, je ne sais pas si vous voyez, j'ajoute une petite flèche, va conduire à une question essentielle. Nous avons hérité de la massification des années 50, 60, 70, nous avons hérité de systèmes éducatifs où les enfants poursuivent un tronc commun d'enseignement jusqu'à, alors ça dépend des pays, dans les pays scandinaves c'est jusqu'à 16 ans, en France c'est jusqu'à 15 ans, en Belgique jusqu'à 13 ans, en Allemagne jusqu'à 10 ans, je ne sais pas, ici... 16, jusqu'à 16 ans, comme dans les pays nordiques. Tronc commun. Bien. La question c'est, on sait qu'au bout de ces années-là, les uns devront se préparer à devenir des travailleurs très hautement qualifiés et les autres devront devenir des travailleurs à faible niveau de qualification dans les emplois hyper flexibles issus de cette polarisation du marché du travail. Et donc la question est, qu'est-ce qu'il y a comme base commune ? On sait que ça doit être des compétences, mais quelles sont les compétences de base qui sont communes aux uns et aux autres ? Le service Eurydice de la Commission européenne explique qu'aujourd'hui, les connaissances évoluent à un rythme tel que les écoles sont contraintes de se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Remarquez l'euphémisme, quand ils disent les domaines qui les intéressent, c'est évidemment les domaines qui intéresseront leurs futurs employeurs.
Il est en effet impossible de tout leur enseigner dans un monde où la somme de connaissances et d'informations augmente de manière exponentielle. C'est un discours récurrent aujourd'hui où on nous dit « parce qu'il y a de plus en plus de connaissances, l'école doit en enseigner de moins en moins ». Moi, j'ai jamais compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de connaissances, il faudrait moins en enseigner. Moi, je dirais plutôt que parce qu'il y a plus de connaissances, il faudra en enseigner davantage. Mais non, aujourd'hui, la logique veut que parce qu'il y a trop de connaissances, il faut arrêter de vouloir en enseigner beaucoup. Bon. Et donc, on a créé ce... Je sais que le titre fait frémir les mathématiciens, mais c'était la meilleure façon que j'avais de le décrire. Ce plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire cette base de connaissances communes. Alors, quelles sont ces bases de connaissances communes ? On va les lire ensemble et je vous demanderai de penser à un de ces emplois non qualifiés dont on a vu la liste aux États-Unis là-bas tout à l'heure, hein, les Short Term on the Job Training. Prenons par exemple la personne qui nous vend des sandwichs dans les trains à haute vitesse. Communication dans la langue maternelle. Madame, monsieur, le bar est ouvert en voiture 7. Communication dans une langue étrangère. The bar is open in coach 7. Der Bar ist geöffnet in Fahrzeug 7. The bar is open in Rijtuig 7. Tu peux nous le dire en... Ah, mais non, on ne le dit pas en basque dans les trains, si. Est-ce qu'on le dit en basque dans les trains aussi ? La communication dans une langue étrangère, là aussi c'est un euphémisme, hein, parce qu'on dit une langue étrangère. On nous laisse croire que ça peut être n'importe quelle langue étrangère. Oui, ça peut être n'importe quelle langue étrangère pour les Anglais. Mais pour les autres, c'est l'anglais. On est bien d'accord là-dessus. Les Anglais, eux, ils peuvent apprendre une langue étrangère. Nous, on apprend la langue étrangère, le globish, l'anglais globalisé. Culture mathématique, compétences de base en sciences et technologies. Il ne s'agit pas d'acquérir une formation pointue en mathématiques. Les vieilles mathématiques modernes qui poussaient à réfléchir ont été depuis longtemps enterrées et passées à la trappe. Il s'agit cette fois d'acquérir des compétences de base en sciences et technologies. Notre vendeur de sandwich et de café dans son bar, il a derrière son bar 4 appareils différents pour lire des cartes bancaires. Il a 6 appareils différents de chauffe, c'est-à-dire un four mixte, un four micro-ondes, un truc pour griller des toasts, et puis j'oublie les 2 autres. Enfin bon, il y a plein d'appareils pour un truc pour chauffer des saucisses dans de l'eau, etc. Et puis surtout, tout à fait derrière, si vous avez pris le TGV un jour, le train à grande vitesse en France, tout à fait derrière le bar, il y a un grand panneau. Et derrière ce grand panneau, il y a tous les fusibles, tout le système électrique de la voiture du bar. Et si un jour il y a une panne de courant sur la ligne, il ne peut pas remettre en route tous ces appareils dans n'importe quel ordre. Il doit les remettre en route dans un certain ordre et brancher les fusibles dans un certain... Et tout ça est expliqué sur une grande feuille. Et donc il lui faut un minimum de compétences de base en sciences et technologies pour pouvoir faire ça. Il faut de la culture numérique. Ça veut dire quoi la culture numérique ? C'est pouvoir se servir d'une souris, savoir se servir d'un ordinateur, savoir comment lancer un PDF sans devoir demander à une collègue pour vous aider. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, ça veut dire que si un jour on lui installe un 7e appareil de lecture de carte bancaire, il ne faut pas qu'il dise à son patron « Oh là là, il me faut 3 mois de formation avant de pouvoir... » Non, il faut qu'en quelques clics, il trouve par lui-même, en lisant le mode d'emploi, comment ça fonctionne. Compétences interpersonnelles, interculturelles, compétences sociales, civiques et sensibilité culturelle. Regardez où est située la voiture-bar dans la TGV, entre la première et la 2e classe. Il faut donc pouvoir faire la conversation aussi bien avec l'investisseur qui vient oublier la chute de ses actions en bourse et le supporter d'un match de foot qui vient enterrer son équipe de... Je ne sais pas quelle équipe a pu perdre cette semaine. Et l'esprit d'entreprise, j'en ai eu la preuve un jour en descendant du train parce que le barman descendait derrière moi et il y a un autre barman qui montait prendre la relève dans le train et je les entends bavarder et il y en a un qui dit à l'autre « Oh, aujourd'hui j'ai fait le 10h32, c'était pas terrible, mais demain j'ai le 11h58, celui-là ça rapporte beaucoup mieux. » Et j'ai compris que, en fait, ces gens-là, ils ne sont pas payés un salaire fixe, ils sont payés
en partie à un salaire fixe, mais en partie à un salaire variable, flexible, en fonction du chiffre de vente. Et donc, j'ai enfin compris pourquoi toutes les 10 minutes, on nous rappelle dans les haut-parleurs que le bar est ouvert en voiture 7. Cet ensemble de compétences, celles qu'on vient de voir, là, les compétences de base, deviennent le cœur, l'essence, l'essentiel de ce dont doivent s'occuper les enseignants et les écoles. L'essentiel de ce dont doivent s'occuper les enseignants et les écoles, c'est ça. Vous remarquerez que l'histoire, la géographie, la philosophie, n'en parlons même pas, les arts, tout ça ne fait pas partie des compétences de base, n'est-ce pas? Oui, il y a un peu de sensibilité culturelle, on peut mettre les arts là-dedans peut-être, mais une véritable formation à la musique, une véritable formation aux arts plastiques, une véritable formation à l'histoire, à la compréhension de l'histoire, tout ça est évacué des compétences de base parce que ça n'a tout simplement pas sa place dans cette vision instrumentalisée, économiquement instrumentalisée de l'école. Celle-là, on va la sauter. J'ai mis une zone en gris foncé parce que, pour moi, l'accroissement des inégalités dans l'enseignement et l'orientation sur les compétences sont vraiment deux caractéristiques essentielles, deux éléments clés de ce qui constitue le cœur de ce recentrage de l'enseignement sur le capital humain. Mais il y en a encore une autre. J'ai encore 5 minutes ? Pesatu genuen egitea zazpiak arte atsebenalditxo bat 10 minutu nahiko densoa dela, eta baita ere arnasa hartzeko usteko nik hori eta gero etxanda. 5 minutu faltatzen zaio zehazteko, egingo genuke 10 minutu bakarrik hori, esatera ez da ere, bakarrian eba duzu komunera edola, eta jarraitzen dugu, bale edo. Je peux encore continuer un peu? Oui. Bon. Excusez-moi, j'ai été un peu long, je me suis laissé entraîner dans quelques écarts. Et puis, je me rends compte que comme il y a la traduction, j'ai tendance à parler plus lentement, mais du coup, mon rythme est... Bon, ça va. Alors, on va avancer. Il y a encore une dernière caractéristique de ce recentrage sur le capital humain qui est quand même importante à souligner. Oui, celle-là, on va la sauter. Voilà, on y arrive. Et c'est la tendance à la dérégulation des systèmes d'enseignement. Ce que j'entends par dérégulation, c'est des systèmes éducatifs qui sont eux-mêmes de plus en plus flexibles. J'ai mis l'accent jusqu'à présent sur la demande de flexibilité des travailleurs adaptables. Mais ce que les milieux économiques demandent, ce n'est pas seulement des travailleurs flexibles, c'est aussi un système d'enseignement qui soit capable de s'adapter rapidement, spontanément aux attentes changeantes de son environnement économique. Et donc, il plaide pour ça, pour une dérégulation, une déréglementation, si vous préférez, de l'éducation, par plus de place à la compétition, plus de place à un quasi-marché scolaire, où les parents choisissent librement leur école pour mettre les écoles plus en compétition les unes avec les autres, par l'abandon du rôle régulateur de l'État, par l'introduction de méthodes managériales dans l'enseignement. Et le définancement joue aussi un rôle là-dedans, parce que si les écoles, les systèmes éducatifs disposent de moins de moyens, une bonne façon de faire gérer cette austérité, c'est de la déléguer au niveau des écoles elles-mêmes. C'est de leur dire « Ah, mais on va vous donner de l'autonomie, vous allez pouvoir décider vous-même ce que vous faites avec les budgets réduits qu'on va vous donner. » Donc, on diminue les budgets, mais on dit aux écoles « Mais vous pouvez décider vous-même où vous prenez l'argent et comment vous... » D'accord ? Voilà. Quand les économistes qui ont l'oreille de la Commission européenne et de l'OCDE se demandent comment on va réaliser tout ce qu'on a vu là-bas, comment est-ce qu'on va le réaliser, ils répondent, il faut mettre en place des politiques qui améliorent les incentives, les incitants qui pèsent sur les écoles. Et ces politiques, il y en a 3. Premièrement, des systèmes de responsabilisation qui mesurent soigneusement, qui évaluent soigneusement les performances des élèves.
Donc le premier point, c'est l'évaluation. Mettre en permanence les élèves, les écoles, les systèmes sous la pression de l'évaluation. Deuxième point, choice and competition in school, le libre choix des parents et la compétition entre les écoles. Et le troisième point, l'autonomie locale qui permet aux écoles de faire les choix et qui obligera aussi les écoles à faire les choix appropriés. Les mêmes auteurs, Vosman-Schutz, expliquent que des politiques qui introduisent la compétition, le libre choix et les forces du marché dans le système scolaire montrent qu'elles possèdent un fort potentiel pour faire évoluer le système scolaire vers un niveau d'efficience plus élevé. Et donc, on voit là-bas que la dérégulation des systèmes éducatifs n'est pas qu'un des objectifs de la réforme des systèmes d'enseignement. Ça devient aussi, c'est cette flèche qui rejoue sur elle-même là-bas, ça devient un des moyens de mettre en œuvre cette politique. D'accord ? Je vais peut-être quand même encore cette citation-ci. La commission Refers, c'est la commission qui avait été mise en place en 1996 par la Commission européenne pour initier le mouvement de réforme des systèmes éducatifs. Refers disait, ça ne va pas être facile de faire changer les écoles parce que les profs vont résister. Eh bien, pour briser cette résistance, la résistance de l'enseignement public traditionnel devra être dépassée par l'utilisation de méthodes combinant l'encouragement, l'affirmation d'objectifs, l'orientation vers l'utilisateur et la concurrence, notamment celle du secteur privé. L'autre point qu'on vient de voir dans les textes qu'on vient de lire, c'est l'importance de l'évaluation. Mettre les systèmes éducatifs en permanence sous une pression de l'évaluation, c'est un des moyens de les obliger, de les contraindre à se plier à cette nouvelle orientation. Et l'évaluation est aussi une des raisons pour lesquelles on pousse aux compétences. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer une compétence que d'évaluer la maîtrise d'un savoir. Pour reprendre l'exemple de mes formules de physique de tout à l'heure, de la formule de l'énergie cinétique, faire résoudre un problème dans lequel l'élève doit utiliser la formule, c'est très simple. Et on peut avoir une grille d'évaluation très très simple, telle erreur moins 1, telle erreur moins 2, réussi plus autant. Ça marche très bien, c'est très facile à corriger, ça va vite. Mais poser des questions qui me permettent de savoir dans quelle mesure l'élève a compris les concepts les concepts théoriques qui sont en œuvre dans cette formule, les liens entre ces concepts, le sens de ces concepts, ça ne se résout pas avec des petits problèmes faciles à résoudre et à évaluer. Ça nécessite un entretien avec l'élève, ça nécessite de pouvoir le laisser s'exprimer sur le sujet et de voir dans quelle mesure sa maîtrise des concepts est juste et pas juste. C'est beaucoup plus difficile, en d'autres mots, à évaluer, et certainement évalué par des tests standardisés de type PISA ou autre. Et donc, la nécessité d'une évaluation vient au secours de l'orientation sur les compétences, parce que quand on est obligé d'évaluer en permanence les systèmes, on ne peut pas le faire avec un système d'enseignement qui vise les savoirs, la compréhension des savoirs, et on peut beaucoup mieux le faire avec les compétences. Dernier point, la dérégulation va bien sûr renforcer les inégalités dans le système éducatif. Pourquoi ? Parce que quand les écoles sont davantage en concurrence entre elles, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a libre choix et concurrence, vous avez très vite un développement inégal entre les écoles. Vous avez des phénomènes de polarisation sociale, avec des écoles de riches et des écoles de pauvres, des écoles d'élite et des écoles poubelles, qui se développent, qui s'accroissent au fur et à mesure où la régulation par l'État diminue, que le financement diminue, eh bien, les inégalités, elles, vont augmenter. Et donc, ça va être une façon comme une autre d'adapter l'enseignement à ce marché du travail qui est en train de se dualiser. J'ai ici quelques citations, mais je ne vais pas vous les commenter, qui montre que les systèmes éducatifs les plus dérégulés sont aussi ceux qui ont le plus d'inégalités sociales, et en particulier deux pays, la Finlande et la Suède, qui sont souvent montrés en exemple positif. Eh bien, il faut savoir que depuis 15 ans maintenant en Suède, depuis 10 ans en Finlande, on est en train
d'abandonner le système d'écoles publiques qu'ils avaient jusque-là et de mettre en place plus de compétition entre les écoles. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que depuis 10 ans, les 2 pays européens où les inégalités sociales ont le plus augmenté, ce sont précisément la Suède et la Finlande. Et donc moi je suis persuadé qu'aujourd'hui on montre encore la Finlande en exemple comme système éducatif modèle, mais je suis persuadé que ce discours, on pourra l'enterrer d'ici quelques années si les évolutions actuelles continuent. Je ne sais pas pourquoi je vous remets le schéma, parce qu'il est fini, il est complet. D'ailleurs, je ne vois pas où j'aurai encore de la place pour ajouter une flèche. Ah si, oui, la dérégulation encourage aussi la privatisation, parce que c'est, comment dire, ça ouvre la voie à la privatisation marchande. Hein. Quand les écoles, quand vous avez le libre choix qui est introduit, prenons l'exemple de la Suède dont je viens de parler, les Suédois ont introduit un chèque scolaire, donc une liberté de choix des parents. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'écoles privées marchandes qui s'ouvrent, où on doit payer cher et vilain pour avoir une place pour son enfant. Et donc, le marché de l'enseignement se développe par conséquence, par suite de ces processus de dérégulation. On va terminer sur cette ultime citation de l'OCDE qui nous dit que le développement de sources d'informations et de connaissances différentes va entraîner un déclin rapide du monopole des établissements scolaires dans le domaine de l'information et du savoir. L'individualisation plus marquée des modes d'apprentissage, qui sont flexibles et induits par la demande, annonce le déclin du rôle des enseignants, dont témoigne le développement de nouvelles sources d'apprentissage, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication. Donc, ce que nous dit l'OCDE, c'est que l'évolution de demain, c'est que votre rôle d'enseignant va être de moins en moins important, hein, et que ce seront d'autres instances qui vont prendre le relais pour exercer les compétences des futurs travailleurs hautement ou faiblement qualifiés. Si j'ai terminé sur cette citation, c'est pas pour vous démoraliser, c'est pas pour vous dire maintenant on sort d'ici, on va se tirer une balle dans la tête ou on va boire beaucoup de vin pour oublier ce que M. Hirt nous a raconté. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que derrière ce qui se passe dans vos systèmes éducatifs aujourd'hui, derrière ce qui se passe pareillement dans les systèmes éducatifs de tous les pays membres de l'OCDE, il y a une logique qui est à l'œuvre. Il y a bien sûr des forces politiques, je les ai citées de temps en temps, hein, OCDE et autres, mais il y a surtout une logique qui est une logique de système qui est à l'œuvre. Et tout mon schéma compliqué, il était là pour essayer de montrer la logique de ce système qui marche. Je voudrais dire 2 choses pour vous remonter le moral. La première chose, c'est que cette logique de système, il y a des failles dedans. Et il y a des résistances qui s'y opposent. Toute cette logique-là, eux, l'ont en tête depuis 25 ans. Et ils sont encore aujourd'hui en train de la mettre en œuvre. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à la mettre en œuvre du jour au lendemain, alors qu'elle était dans les cartons de la table ronde européenne des industriels depuis 1988? Ils avaient tout écrit en 88. Et dans notre premier livre, Tableau noir, tout était écrit aussi. Et on est 20 ans plus tard et c'est toujours pas fait. Si, ça avance, ça progresse, mais tout n'est pas fait. Pourquoi? Mais parce que vous résistez, parce qu'il y a des résistances, parce que ces résistances, en d'autres mots, sont efficaces. Même les résistances les plus passives, hein, même le prof qui, dans son coin, dit « encore un nouveau programme, j'en ai marre, hein, et je ne veux même pas le lire, et je continue de faire comme j'ai toujours fait ». Je ne dis pas que c'est la bonne attitude, mais même cette attitude-là, ça freine l'évolution et ça freine le changement. Et donc, ce n'est pas facile pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des marges de manœuvre. Et si nous exploitons intelligemment ces marges de manœuvre, nous pouvons, je ne dis pas faire dévier toute la machine, mais nous pouvons au moins ralentir cette machine. Nous pouvons faire en sorte que de temps en temps, elle n'aille pas tout à fait dans la direction qui était voulue. Par exemple, l'orientation sur les compétences. Il suffit de quelques grains de poussière dans ce genre de réforme-là pour faire le contraire de ce qu'eux visent. Donc, il y a des marges de manœuvre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'espère que c'est porteur d'espoir, en tout cas dans mon esprit, c'est porteur d'espoir. Si ce qui est en jeu, c'est un système, ça nous montre que
Tout combat pour améliorer l'école, pour sauver l'école, ne peut que s'inscrire, à mes yeux en tout cas, dans un combat beaucoup plus large, qui est un combat contre ce système. En d'autres mots, pour moi, la lutte pour une école démocratique, émancipatrice, est inséparable d'une lutte contre le système capitaliste. Pour moi, c'est une tautologie, c'est une évidence, et c'est même la seule réponse possible et cohérente à leur vision de l'école. À leur vision de l'école qui est « l'école doit être efficace pour sauvegarder la société existante dans ses bases économiques », il nous faut opposer une vision qui consiste à dire « l'école doit apporter aux jeunes la capacité de comprendre le monde pour être capable demain de le transformer, de le changer ». C'est ça l'urgence, c'est l'urgence écologique, c'est l'urgence sociale, c'est l'urgence culturelle. Dire aux jeunes, tu n'as pas envie d'apprendre les maths ? Le problème n'est pas de savoir si tu en as envie ou pas, le problème c'est que c'est nécessaire que tu l'apprennes parce que demain tu vas devoir changer le monde. Et si tu dois changer le monde, tu devras être capable de le comprendre. Voilà, c'est ce que disait déjà Bertolt Brecht en son temps. Va à l'école, sans logis, deviens maître aux miséreux, et toi qui manques de pain, apprends, dévore les livres. Les livres, ce sont des armes, tu dois devenir celui qui dirige. Merci.